Je déclare donc la séance ouverte et je vais procéder à l'appel. Donc Xavier Marco. Présent. Claude Avril. Présent. Je suis présent. Nicolas Paget. Présent. Christophe Rény-Duval. Présent. Thierry Vermeil. Présent. Béatrice Réor. Présente. Jean-Pierre Fenouille. Présent. Alexandra Cambon qui a donné pouvoir à Jean-Pierre Fenouille. Corinne Martin. Xavier Moureau qui a donné pouvoir à Corinne Martin. Christelle Jablonski qui a donné pouvoir à Nicolas Paget. Céline Kramer. Claudine Maff qui a donné pouvoir à Thierry Vermeil. Fanny Lozin-Jeudi. Jean-Pierre Blairon. Marie-France Leroux. Bernard Vaton. Oui, je me semblais bien vous avoir vu, monsieur Vaton. Carole Normani qui a donné pouvoir à Bernard Vaton. Louis Biscara qui a donné pouvoir à Martial Kesta. Georges-André Fleury qui a donné pouvoir à Denis Brunet. Martial Kesta. Sandrine Clis. Je peux tarder? Non? Ok, bon. Denis Brunet. Jean-Pierre Pazero. Aline Landrin qui a donné pouvoir à Catherine Gaspard. Claude Bourgeois. Céline Benex qui a donné pouvoir à Valérie Andrès. Pierre Marquesto. Joël Eckmayer qui a donné pouvoir à Xavier Marco. Valérie Andrès. Patrice Dupont. Pardon, c'est moi. Jonathan Argenson qui a donné pouvoir à Marie-Thérèse Galmard. Marcel Arsac qui a donné pouvoir à Claude Bourgeois. Catherine Gaspard. Denis Sabon qui a donné pouvoir à Pierre Marquesto. Marie-Thérèse Galmard. Et donc c'est bon, le quorum est atteint. Je vous propose de désigner monsieur Xavier Marco comme secrétaire de séance. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, vous avez été destinataire de la liste des dernières décisions prises par le président et le bureau sur délégation du Conseil. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues? Non, pas de remarques. Approbation du procès verbal de la séance du 6 juin 2023. Vous avez été destinataire par le PV sommaire de la séance du 6 juin 2023. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. Ouais, c'est bon. Ah oui, bah oui. Quoi? Oui, ça marche bien. L'affichage, j'ai mis là, c'est bon. Il reste pour Joël Eckmayer. Et vous, d'ailleurs, mon collègue. Et monsieur Kesta, on n'a pas reçu votre scrutin non plus. Et après, je pense qu'on est bon. Alors, 37 votants, 32 votes, 32 pour, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 1, Nicolas Paget. Merci Président, bonjour à toutes et à tous. Le dossier numéro 1 concerne une décision modificative numéro 2 du budget principal. Je vous propose qu'on le regarde ensemble et de commencer tout de suite par l'investissement. On enregistre en recette 1 485 000 € qui correspondent à la cession du siège à Bédaride ainsi qu'un terrain à Bédaride. Et de fait, on réduit le virement de section provenant du fonctionnement et en dépenses, on répartit donc les 812 000 € de recettes supplémentaires en investissement sur le chapitre 21 en mobilisation corporelle et sur le chapitre 23 en mobilisation en cours, relatif évidemment à tous les travaux qui sont en cours sur notre intercommunalité. Sur le fonctionnement, comme je vous l'ai indiqué, on réduit le virement de la section qui part en investissement de 673 000 €. On réduit également en dépenses le chapitre 22 des dépenses imprévues de 261 000 € qui nous permet de fait de constituer 919 000 € de provision au chapitre 68 en dépenses. Et vous verrez, j'expliquerai un peu plus loin sur notre délibération. On enregistre 235 000 € de recettes supplémentaires qui sont liées notamment au remboursement du carburant reversé par le budget prévisionnel, le budget annexe. Et ces 235 000 €, on les répartit notamment sur les charges à caractère général, notamment sur le carburant. Voilà pour les grandes lignes. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, on passe au vote.
37 votants, 32 votes, 26 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Pardon, j'y arrivé. Je vous remercie. Dossier numéro 2, toujours, monsieur le Premier vice-président. Merci. Le dossier numéro 2, c'est une décision modificative numéro 2 pour le budget annexe gestion des déchets. Je vous propose de partir de l'investissement. On enregistre effectivement un excédent d'investissement supérieur. C'est une erreur d'affectation, puisque le résultat est de 470 000 euros de 334 000 euros, ce qui représente 236 000 euros de recettes supplémentaires, qui nous permet donc de réduire le virement provenant de la section de fonctionnement du même montant de 136 000 euros. Et donc en fonctionnement, on réduit ce virement de section de 136 000 euros et donc on répartit ces 136 000 euros sur les autres dépenses, à savoir sur les dépenses imprévues 116 000 euros, sur le chapitre 65 pour les autres charges de gestion courante et sur le chapitre 011 pour 5 000 euros qui correspondent notamment à des cartes grises. Des questions, chers collègues? Non, pas de questions. Je passe au vote. Alors, 37 votants, 32 votes, 26 pour, 6 abstentions. Le dossier de paix, je vous en remercie. Dossier numéro 3. Merci. Dossier numéro 3 concerne l'avance de 400 000 euros que nous avons réalisé lorsque nous avons ouvert le budget annexe mobilité. Vous vous souvenez, on avait pris 400 000 euros du budget principal pour abonder sur le budget mobilité. Nous avions d'ores et déjà remboursé partie de cette avance, 200 000 euros. Il sera remboursé l'autre partie cette année. Il vous est donc proposé de délibérer pour mettre fin à cette avance de 400 000 euros au budget annexe mobilité. Il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Ah, c'est un prise d'acte? Ok. Est-ce que vous avez bien tous? Ok. Acte a été pris. Dossier numéro 4, toujours Nicolas Page. Merci. C'est la mise à jour des ABCD, et notamment avec la requalification du boulevard d'Aladier Orange, avec une revalorisation de 1 600 000 euros des dépenses prévues pour ce projet. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Passe au vote. Monsieur Vaton, vous n'avez pas voté pour vous-même et pour Madame Normandie. Et Jean-Pierre non plus, tu n'as pas voté. Merci. 37 votes, 32 votes, 26 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5. Merci. Le dossier numéro 5 est relatif au point que je vous ai évoqué dans la décision modificative numéro 2 du budget principal. Comme je vous l'ai indiqué, on a rajouté 1 485 000 euros de recettes qui correspondent à la vente du siège de Bédalé pour 1,3 million et d'une parcelle pour 185 000 euros. Compte tenu du fait que nous sommes toujours en contentieux avec les sorgues du compta, il vous est proposé de constituer une provision sur cette session que nous enregistrons en recettes. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Pas de questions, juste une première remarque. Vous savez que le départ de Sorgues et Bédaride avait été acté avec des délibérations concordantes de part et d'autre sur la question du départ. Puis un an plus tard, les communes de Sorgues et Bédaride ont retiré leur délibération. La préfecture est venue s'y adjoindre et donc a fait un arrêté que nous avons contesté d'abord devant le tribunal administratif parce qu'elle était particulièrement, j'allais dire, au détriment de la ville d'Orange et aussi de l'Interco, en termes de dette, mais aussi en termes d'actifs et de passifs, enfin en termes d'actifs. Donc du coup, nous avons contesté l'arrêté du préfet il y a un petit moment maintenant, l'arrêté de répartition. En première instance, le tribunal administratif a fait droit à notre demande en demandant au préfet de reprendre un arrêté. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont un peu pénibles. Ça n'a convaincu personne, tout le monde est allé en appel. Et en appel, là, l'audience a eu lieu, nous n'avons pas eu le rendu, mais le rapporteur public allait plutôt toujours vers notre sens, dans le sens de la ville d'Orange et de l'intercommunalité, sachant au titre qu'effectivement nous avions été lésés dans ce départ.
Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir ce que la Cour administrative d'appel de Toulouse, si elle va aller dans le sens du rapporteur public ou pas. Ça semblerait être la moindre des choses, compte tenu du montant de la dette qui est sur les épaules de l'Interco et qui relèverait normalement des communes de Sorgues et de Bédaride. Et il en va de même sur la question de l'actif. Il y a un certain nombre de, comme dirait Margaret Thatcher, I want my money back, elle disait. Le rapporteur public est plutôt dans notre sens. On va voir si la Cour administrative d'appel va aller aussi loin que ce qu'on le souhaite. Je ne me fais guère d'illusions si d'aventure la Cour administrative d'appel est dans notre sens. Je pense que la partie opposée irait devant le Conseil d'État, ce que j'attends avec impatience parce que moi je crois assez que ce nombre de litiges s'étant multiplié au cours des années, je pense qu'on aura un arrêt de principe de la part du Conseil d'État. Je ne veux pas m'avancer, mais la situation est suffisamment grave et j'allais dire exemplaire dans le mauvais sens du terme, pour qu'on espère avoir un règlement définitif de ce genre de problème, qui relève effectivement de la séparation des actifs et du passif, puis évidemment aussi les questions des attributions de compensation qui sont reversées aux communes également. Est-ce qu'il y a des questions au cas où? Non, pas de questions. On passe au vote. « 37 votants, 32 votes, 26 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 6, Xavier Martin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc c'est délibération numéro 6, c'est un avenant numéro 2 à la délégation de service public, de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour la commune de Courthézon. Voilà, donc, considérant dans le contexte de la forte évolution inflationniste des prix et conformément aux dispositions contractuelles, il est donc devenu nécessaire de modifier les formules d'indexation des tarifs pour les consommateurs. Considérant que le présent avenant a pour objet de modifier d'une part la redevance d'assainissement du délégataire, la part délégataire, ce qu'on appelle par variable, afin de prendre en compte les nouvelles charges du service suite d'une part à la déconnexion de l'entreprise Perrin, comme de la station d'épuration de Courthézon, et à l'intégration d'un nouveau code d'enlevage Louise Michel au périmètre donc afférent, et de compenser aussi le surcoût de l'inflation correspondant à l'année 2022 et au premier semestre 2023. Modifier également la formule d'indexation des tarifs de base de l'eau potable et d'assainissement collectif, la fréquence de révision et les règlements de services associés qui contiennent la formule à compter du second semestre 2023. En fin de compte, au lieu de faire une révision annuelle, on fera une révision semestrielle compte tenu des incertitudes inflationnistes, notamment au niveau matière d'énergie. Considérant que le solde financier des variations de charges jusqu'à la fin de la DSP, au 31 décembre 2024, et de surcroît l'inflation s'établit à un montant de 131 103 € hors taxe en faveur du délégataire, le présent avenant génère donc une augmentation de 34,69 €, c'est-à-dire en gros 6,5% pour le consommateur, sur Courthézon en montant de taxes et des redevances perçues par le délégataire au titre des consommations assujetties pour une facture type, il y a ce qu'on appelle des factures type INSEE sur lesquelles on calcule les consommations réelles, de 120 000 cubes par an. Donc ça donne en clair 0,10 centimes d'euros au mètre cube pour le consommateur courthézonais. Donc il est demandé au Conseil communautaire d'approuver l'avenant numéro 2 au contrat de DSP, d'eau potable et d'assainissement collectif conclu avec le Suez Eau France, d'autoriser M. le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Alors, 37 votants, 32 votes, 32 pour, le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 7. Donc, le dossier numéro 7, s'agissant de la commune d'Orange et Cadros, qui ont, comme vous le savez, maintenant le même fermier, considérant, donc c'est Suez là, toujours, considérant que le contexte de forte évolution des prix, donc c'est exactement une présentation que j'ai faite pour Courthézon, je ne vais pas me répéter sur l'ensemble. Par contre,
nous avons décidé, pour mettre à l'équilibre financier le budget annexe de l'eau et celui de l'assainissement, de jouer sur la diminution de la part variable de collectivité de 0,7 € hors taxe au mètre cube pour l'eau potable, donc on diminue notre part variable, qui permet donc de compenser l'augmentation nécessaire pour la part variable de collectivité de 0,7 pour l'assainissement. Donc pour le consommateur Orange ou Canet-Roussins, c'est transparent, il n'y a pas d'augmentation réelle sur sa facture. On peut se permettre de jouer sur les parts variables puisqu'on a suffisamment d'autofinancement. Donc il est demandé au Conseil communautaire d'approuver l'avenant numéro 6 au contrat de DSP de Total Suez, d'approuver la modification de la part variable de l'activité pour l'eau potable, d'autoriser M. le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. Voilà, Président. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, on passe au vote. Alors, 37 votants, 32 votes, 32 pour, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 8. 7, 7, j'en ai oui, 7. Non, 8. 8, mais avenant numéro 7. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas tourné ma feuille, excusez-moi. Comme il s'agit du même sujet, il s'agit d'assainissement. Voilà. Donc, l'avenant numéro 7, excusez-moi, quand j'ai eu la confusion, elle vient sur l'avenant. Pour l'eau, c'était l'avenant numéro 6, pour l'eau potable, et pour l'assainissement, c'est l'avenant numéro 7. Et c'est effectivement la délibération numéro 8. Voilà, donc j'ai expliqué dans l'avenant concernant l'eau potable, cette compensation vis-à-vis de l'assainissement, pareil, pour qu'il y ait la même transparence sans augmentation pour l'administrer. Donc il est demandé au Conseil communautaire d'approuver l'avenant numéro 7 du contrat de DSP de Suez pour l'assainissement, d'approuver la modification de la part variable collectivité pour l'assainissement et d'autoriser le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, on passe au vote. Alors, 37 votants, 31 votes, 31 pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. L'ordre du jour est maintenant épuisé. Je me permets, même si ce n'était pas prévu, je me permets un petit mot parce que le Bocuse ce matin m'a demandé si je parle pour Orange, hein, donc je ne n'engage pas du tout la responsabilité ou le souhait de mes collègues maires des autres communes, mais là je reprends ma casquette de maire sur le courrier qui a été envoyé par le président des maires de France concernant les demandes de regroupement devant la mairie. Il y a un certain nombre d'administrés qui m'ont demandé s'il allait y avoir quelque chose. Moi je le dis très sincèrement, ce sera non. Non pas que j'empêcherai des gens de venir et je serai ravi d'échanger avec eux et de discuter sur le sujet, mais le problème c'est que c'est un peu comme, si vous voulez, la France est frappée par des émeutes, c'est le renouvellement un peu plus grand de ce qu'on avait vu en 2005, et force est de constater que la situation ne s'est largement pas améliorée pour des raisons qu'on connaît, hein, qui sont celles qu'elles sont, à savoir une modification substantielle du visage de la France. Et donc on voit un certain nombre d'organismes communautaires appelés à la paix. Donc c'est dire si les sujets où quand certains disent qu'il y a un problème de population ou de migration, on voit bien que c'est vrai, puisque ce sont des organismes communautaires qui appellent à la paix. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, les maires, et je ne parlerai que de mon cas, mais nous avons vu depuis des années nos marges de manœuvre se réduire, nos compétences s'élargir et donc faire retomber sur nous le mécontentement de la population qui attend des gestes forts de la part de l'administration, mais avec des administrations qui ont de moins en moins de revenus et de plus en plus de compétences. Bon. Donc on est, comme disent certains de mes collègues maires, le maire est à portée de claque. Bon. Sauf que moi, si vous voulez, les réunions gentilles, je pense que le temps est révolu. Je pense qu'il faut une véritable modification, il faut un traitement des problèmes radicaux dans le sens à la racine, traiter les problèmes à la racine, et pas juste faire des réunions où on se retrouve et où on déplore ensemble, où on commisère, où on se plaint, mais où au fond les problèmes restent toujours les mêmes, voire même s'aggravent.
Donc je le dis, je ne prends pas du tout parole pour mes collègues maires, hein. Alors là je n'engage que moi, et qu'ils m'excusent d'utiliser cette tribune-là pour le faire, mais je crois que les mots qui frappent la France sont suffisamment profonds et violents, avec un désespoir de plus en plus grand chez les Français, pour ne pas les trahir une fois encore, alors disant, vous inquiétez pas, en faisant une réunion sur la place de la mairie, les choses vont s'arranger. Non, ce pays souffre depuis de nombreuses années. Les maires font l'entière majorité, la très grande majorité, font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs pour relever les problèmes, mais on le voit bien, c'est pas à notre niveau que les problèmes vont se régler. Donc on fait du traitement symptomatique. Moi je suis très heureux en tant que maire d'Orange qu'il n'y ait eu aucun débordement pendant ce week-end-là, mais je vous avoue que je ne fais pas le fier, parce que ça peut se jouer à très peu de choses. J'ai un certain nombre de mes collègues, pas directement dans cette interco, mais au sein du département, qui ont eu à subir de très grands problèmes. Alors, certains goûtent les fruits amers de la politique qu'ils ont mis en place. Hein. Quand on vote pour le système en place depuis des années, on ne peut pas se surprendre que la politique mise en place par ce système, au bout d'un moment, retombe sur le coin de leur tête. Mais, voilà, moi je pense qu'il est temps que les choses cessent et qu'on prenne les problèmes à bras-le-corps. Je les ai déjà dénoncés à de nombreuses reprises, c'est pas forcément le lieu de le faire ici, tout le monde sait ce que je pense politiquement. Mais tant qu'on n'aura pas réglé fondamentalement ces problèmes, faire des réunions, faire des marches blanches, faire des regroupements amicaux, on pourra le refaire tous les ans, alors, ou tous les 6 mois, ou après tous les jours. Voilà, je pense qu'il faut un règlement au fond du problème. J'ouvre le débat, donc je permets à ceux qui veulent éventuellement réagir de le faire s'ils le souhaitent. Oui, monsieur Vatin. Oui, je suis en grande partie d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je pense que notre système est dans un système ultra-nationaliste centralisé, tant qu'on abandonnera les cités, même les campagnes, et qu'on crée des métropoles qui vivent les régions, je pense que ces problèmes continueront à se poser. Et comme vous l'avez dit, c'est un problème de fond. La France est le dernier pays à être ultra-nationalisé, et je pense que si on pouvait passer dans un système fédéral, ça nous aiderait beaucoup, et même au niveau de l'Europe. Je sais que ce n'est pas votre position, qu'on n'a pas la même vision de la France, mais je pense que la conséquence du nationalisme à la française est vraiment déplorable. Je vous remercie. Alors, quand on a une Assemblée nationale, alors outre, on l'a vu, hein, la piètre qualité de la représentation nationale depuis ce mandat, mais ça date depuis un moment, quand on sait qu'à minima 85% de ce qui est traité à l'Assemblée nationale ne sont que la reformulation des directives européennes, c'est difficile de dire que la France est un pays ultra-nationaliste. Quand on sait que la gestion de nos frontières est gérée non pas par la nation, mais par Frontex, qui a un budget moindre que celui des forces d'influence qui sont manipulées par Georges Soros ou par d'autres, c'est difficile de dire qu'on est un État ultranationaliste. Quand on a des taux de report à la frontière, d'expulsion de la délinquance extra-communautaire du sens de la communauté européenne, on se dit qu'on n'est pas un État ultranationaliste. On est un État jacobin, ça on sera d'accord, mais le jacobinisme a plusieurs facettes. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État jacobin, le pouvoir central qui est très fort en France, ne travaille pas pour l'intérêt des Français. Moi, je vous le dis, hein, monsieur Vaton, je n'arrive pas à savoir si je suis jacobin, girondin, je pense que je suis organique, ça c'est sûr. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'outil, c'est les personnes qui sont à la tête de cet outil. Un État ultra-jacobin avec un pouvoir qui respecte, qui fait défendre l'intérêt des Français au premier chef, et puis après l'intérêt européen derrière en second plan, pourquoi pas. Mais on sait très bien que la construction européenne n'est pas une construction européenne, c'est une construction technocratique qui ne vise pas à l'intérêt de ses peuples, c'est pas une Europe des peuples, c'est pas une Europe des nations, c'est quelque chose qui veut la mort des nations, pour ça elle y arrive bien, elle utilise les régions pour le faire. On peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire que la France soit un État ultranationaliste. Et je reviens sur une autre chose que vous avez dit, on ne peut pas dire non plus qu'avec, je crois que depuis que ce qu'on appelle timidement les contrats de ville ou les restructurations sont mises en place, les restructurations des quartiers dits sensibles, je crois que c'est plus de 100 milliards d'euros qui ont été injectés dans ces fameuses cités. Fameuses cités dont, rappelons-le quand même, avant c'était, alors certes les choses évoluent,
Mais avant, c'était le grand luxe, parce que rappelons-nous qu'en 1945, quand ces cités ont été faites, même si on peut contester l'esthétique, c'était le grand luxe, parce que la plupart des Français, au sortir de la guerre, n'avaient ni accès aux toilettes, ni à l'eau courante, ni à la douche, ni au chauffage, ni quoi que ce soit. Donc le problème, c'est que, comme, alors là, on va peut-être reprendre la même logorée, c'est qu'en fait, certains s'en sont bourgeoisés et en étaient très ravis, d'autres ont trouvé que c'était pas assez bien pour eux. Moi, je dis, quand on a la chance unique d'habiter en France, avec tout ce que ça protège, en termes de système social, en termes de... et qu'on voit que c'est dans les cités, dans les quartiers sensibles, comme on dit, là où on a injecté le plus d'argent public, là où on fait le plus d'animation, et que c'est là que ça prend feu, et que c'est des écoles qu'on brûle, des médiathèques qu'on brûle, enfin des endroits où on ne peut pas dire, alors oui, les commissariats ont ramassé, on ne peut pas dire que ce soit l'argent qui règle le problème, ni que ce sont les cités qui ont été abandonnées, ni que ce soit l'argent qui règle le problème, et je ferai même un parallèle, c'est la France périphérique, dont nous faisons pour partie, qui fait partie, elle, qui est véritablement abandonnée, et là où le taux de richesse, le taux de pauvreté est le plus fort, il n'y a pas eu une voiture qui a brûlé, il n'y a pas un commissariat qui a été cramé, il n'y a pas eu une école qui a été cramée. Donc quoi, l'argent, c'est vraiment pas la solution. La solution, c'est est-ce qu'on aime ce pays, peu importe les conditions financières ou les avantages publics qu'on peut y avoir. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans la Creuse comparé à la Seine-Saint-Denis, par exemple. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pas l'argent public qu'on y injecte, c'est le fait d'aimer ce pays ou pas. Il y a des gens qui clairement n'aiment pas ce pays, on a vu, tout le monde a vu, hein, le gouvernement a décidé de censurer, mais on a vu, on a tous vu ces vidéos où on voit des drapeaux français être brûlés, des mémoriaux même de la Shoah être tagués. On voit bien qu'on a importé sur notre sol des conflits du Proche-Orient pour lesquels nous n'avons rien à voir. Bon. Ça, au bout d'un moment, si vous voulez, c'est ce qui fait que tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes de fond, je ne vois pas l'intérêt qu'on se réunisse. Hein. Par contre, j'incite les citoyens à être présents aux élections. Ça, c'est sûr. Voilà. J'ai jeté mon venin. Oui, je vous en prie. Je ne vais pas reprendre le débat parce que sinon on va continuer très, très longtemps. Mais pour revenir sur l'Europe, simplement, c'est une Europe des nations. Ce n'est pas une Europe, puisque ce sont les ministres de chaque nation qui sont au Conseil d'État. Donc nous ne sommes pas dans une Europe au même système que par exemple l'Amérique ou la Suisse. Alors, vous faites une pirouette et je vous ai suffisamment cultivé pour pas mélanger le Conseil des ministres européens et la Commission permanente qui elle est plénipotentiaire sans être élue. L'Union européenne, c'est pas du tout le Conseil des ministres européens, c'est pas les États-Unis d'Europe comme le souhaitait Victor Hugo, c'est vraiment la Commission européenne qui vise à détruire. Enfin, on voit l'état de la France hein, depuis l'institution de cette institution justement. Elle a plutôt périclité et je pense que tous autour de la table, même moi malgré mon jeune âge, on voit bien que ça a plutôt causé notre perte et nos difficultés financières, plutôt que véritablement que ce soit une institution qui a défendu les intérêts des nations. Toutes les nations sont paupérisées, européennes. Les autres ont explosé. Alors il y a derrière, à mon sens, une volonté mondialiste de tous nous niveler, par le bas, si possible. Hein. Mais je ne vois pas d'ultranationalisme ou de défense des intérêts des nations dans cette Europe. J'y vois le dumping social, j'y vois le dumping parfois fiscal, mais je n'y vois pas la défense des intérêts des nations qui en sont. Oui. Bon, je vous laisse tranquille. Je vous remercie pour votre présence à tous.